Bonjour et bienvenue dans cette mini-récup qui porte sur le deuxième module de secondaire 3, soit le module sur la Nouvelle-France. Comme la Nouvelle-France, c'est un gros module, ça dure plusieurs années, on a décidé de le couper en 6 vidéos, donc en 6 parties. Les premières parties, on se concentrait sur la période de 1608 à 1663. Là, dans cette vidéo-ci, on est dans la période du gouvernement royal. Gouvernement royal, cette vidéo-ci, ça va être le peuplement et la diversification économique, parce que dans l'autre vidéo, la vidéo 3, on avait parlé déjà de l'organisation politique et de l'organisation militaire. Donc ça, pour t'aider à te placer un peu. Donc, allons directement dans le vif du sujet avec le peuplement de la Nouvelle-France. On se remet en contexte, le peuplement, ça fait longtemps qu'on en parle pour la Nouvelle-France parce que déjà avant 1663, on voulait, du côté de la France, on voulait peupler la colonie de la Nouvelle-France, mais ça a toujours été difficile parce que pendant la période des compagnies, où il y avait le monopole commercial avec les compagnies, il y avait une obligation de peuplement, mais disons que ça a plus ou moins bien fonctionné. En 1663, quand le roi de France reprend le contrôle de la colonie de la Nouvelle-France pour en faire une colonie royale, le peuplement, c'est une des choses qu'il veut reprendre en main pour vraiment accélérer le processus. Donc, il va prendre différentes mesures. Avant d'aller plus loin, j'aurais une question pour toi. À ton souvenir, qui sont les filles du roi? Est-ce que ce sont A, les enfants du roi et de la reine de France? Est-ce que ce sont B, de jeunes filles envoyées en Nouvelle-France? Ou encore, est-ce que c'est un groupe de musique jouant de la vielle à roue? Ou encore une communauté royale en France? Et les filles du roi, ce sont de jeunes filles françaises qui sont envoyées en Nouvelle-France. Pourquoi est-ce que je te parle des filles du roi? En fait, les filles du roi, c'est l'une des initiatives qui est mise en place pour aider le peuplement. Pourquoi les filles du roi? En fait, c'est qu'en Nouvelle-France, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un déséquilibre démographique. Donc, un déséquilibre démographique. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans la colonie que de femmes. Il y a plusieurs raisons pour ça, là, entre autres le commerce des fourrures, mais ça fait entre autres qu'il y a plus d'hommes dans la colonie, mais il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, c'est pour ça que le roi envoie plusieurs femmes là, qui vont comme ça aller s'installer en Nouvelle-France. On est là entre 1663 puis 1673. Donc, pendant une dizaine d'années, c'est environ 770 jeunes filles qui vont aller s'établir dans la colonie. Et l'idée, c'est de rétablir un peu ce déséquilibre démographique-là pour faire en sorte que les femmes puissent aller se marier et fonder une famille, ce qui aide comme ça au peuplement de la Nouvelle-France. Donc, comme ça, c'est une des grandes mesures là, qui va être mise en place, mais c'est pas la seule. Parmi les autres mesures qui sont mises en place pour aider au peuplement de la Nouvelle-France, il y a entre autres une obligation pour les navires qui partent de France, qui vont en Nouvelle-France. Ils ont l'obligation d'embarquer des colons pour que les colons puissent se rendre dans la colonie pour s'y installer. Il y a aussi des mesures qui sont mises en place auprès des familles. Entre autres, les familles qui ont 10 enfants vivants ou plus vont recevoir un certain montant d'argent. Il y a des amendes aussi pour les pères de famille dont le fils ou la fille n'est pas marié rendu à un certain âge. Le père va recevoir une amende à cause de ça. Donc, ces mesures-là, il y en a plusieurs, on les nommera pas toutes, mais il y en a plusieurs qui sont mises en place. Et on voit quand même qu'elles ont un impact, on voit des résultats parce qu'il y a une augmentation de la population, une augmentation assez marquée parce que c'est entre 1713 et 1752, la population va presque tripler en Nouvelle-France. Donc, on parle là, en 1752, là, c'est environ 75 300 personnes qui habitent dans la Nouvelle-France, ce qui est quand même un bon nombre. Si on compare là à avant le gouvernement royal, la majorité de ces personnes-là habitent en campagne. Donc, il y a des villes, il y a des gens qui habitent en ville, mais la majorité des gens, ils sont en campagne.
Donc, dans la colonie, donc il y a beaucoup de gens en agriculture, il y a des gens en ville, mais il y a aussi une population de gens qui sont en esclavage. Donc, on parle d'environ 2000 esclaves dans la Nouvelle-France dans ces années-là, et la majorité des esclaves à ce moment-là sont autochtones. Avec le temps qui passe, les gens qui habitent en Nouvelle-France vont de plus en plus développer une manière de vivre qui est différente de la manière de vivre en France. On va encore là, petit à petit, va se développer comme ça un peu une culture un peu différente et il y a des mots qui vont apparaître pour désigner les gens qui sont nés et qui ont grandi en Nouvelle-France. Donc, on va parler entre autres des Canadiens, surtout pour désigner les gens qui habitent dans la région du fleuve, voilà, du fleuve Saint-Laurent. Donc, il y a les Canadiens. Et il y a aussi les Acadiens pour désigner ceux qui habitent plus vers l'est dans la région de l'Acadie. Donc, les Canadiens, Acadiens pour se distinguer des Français qui, eux, habitent en France. Donc, vraiment, on voit comme là qu'il y a une différence qui se fait entre les deux. Même s'il y a des changements, il y a quand même des continuités aussi. Donc, Canadiens, Acadiens continuent de parler la langue française, continuent de pratiquer la religion catholique, mais il y a de plus en plus de changements qui vont apparaître. Les changements vont se voir, entre autres, dans la manière de construire les maisons. Parce qu'on va les construire différemment pour s'adapter au climat de la Nouvelle-France qui est différent du climat français. Donc, on va vouloir s'adapter, entre autres, au froid de l'hiver. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est, entre autres, doubler les fenêtres. Donc, faire des fenêtres plus épaisses pour aider à garder la chaleur à l'intérieur pendant l'hiver. Puis, on va aussi mettre un deuxième poêle à bois. Donc, on voit les cheminées là sur le toit. On va mettre plus de poêle à bois parce que ça nous permet de chauffer plus la maison. Donc, c'est une autre adaptation que les gens vont faire une fois qu'ils habitent là en Nouvelle-France. Il y a aussi des échanges qui se font avec les Autochtones. Donc, entre autres, les Canadiens, les Acadiens vont commencer à utiliser les raquettes à neige pour aider là, à se déplacer dans la neige durant l'hiver. C'est très pratique et ça, c'est quelque chose qui vient des populations autochtones. Alors, on se souvient qu'il y a eu beaucoup de changements du côté politique avec le gouvernement royal. Il y a aussi eu des changements du côté du peuplement, parce que là, on veut peupler plus, mais on s'arrête pas là. Il va aussi y avoir des changements du côté de l'économie. Parce que l'économie de la Nouvelle-France, on se souvient qu'à ce moment-là, elle tournait beaucoup autour d'un seul commerce. À ton souvenir, sur quel type de commerce l'économie de la Nouvelle-France repose-t-elle? Est-ce qu'elle repose sur le commerce du poisson, le commerce des fourrures, le commerce du fer ou encore le commerce naval? À ce moment-là, l'économie de la Nouvelle-France, ça tourne surtout autour du commerce des fourrures. Mais en Nouvelle-France, il y a plusieurs autres sources que les fourrures. Il y a beaucoup de forêts, donc il y a du bois. Il y a aussi des ressources minières, là, des métaux qui pourraient être intéressants. Mais pour l'instant, on n'y touche presque pas. Et ça va changer, entre autres, avec l'arrivée de l'intendant Jean Talon, qui lui arrive là, vers 1665, là, vraiment vers les débuts du gouvernement royal. Et lui va beaucoup travailler pour diversifier l'économie de la Nouvelle-France. Il va le faire de différentes manières, entre autres avec l'agriculture. Il va tester différentes semences, différentes graines pour diversifier l'agriculture. Parce que là, les gens sont beaucoup dans l'agriculture de subsistance. Donc, vraiment, on cultive ce qu'on va manger nous-mêmes. Il n'y aura pas de surplus, il n'y aura pas... vraiment, on va essayer comme juste de vivre avec ce qu'on produit. Donc, lui, il va essayer d'aller un peu plus loin que ça et encourager les gens à cultiver autre chose que juste ce qu'ils ont besoin pour manger, pour vivre. Il va, entre autres, demander aux gens de cultiver du lin et du chanvre. Ce sont deux plantes qui sont utiles, l'une pour faire du tissu, puis l'autre est utile pour faire du cordage, entre autres du cordage à bateau. Donc, c'est une des initiatives là qui va apparaître sous Jean Talon. Il y a aussi une brasserie qui va être fondée pendant son mandat, parce que Jean Talon demande aux gens de cultiver du houblon
Puis avec le houblon va être utilisé dans la brasserie pour faire de la bière. Donc comme ça, Jean Talon va continuer, va faire différentes autres initiatives, toujours dans l'optique de diversifier l'économie de la Nouvelle-France. Entre autres, il va y avoir de la production de goudron, puis de la production de cuir, par exemple. Les initiatives de Jean Talon pour diversifier l'économie de la Nouvelle-France, elles rencontrent plusieurs obstacles. Un de ces obstacles-là, c'est la politique économique du mercantilisme. On se rappelle que c'est la politique économique mise en place par la France avec ses colonies. Donc la France, la métropole, se sert de ses colonies pour aller chercher des ressources. Ces ressources-là, elle va les ramener sur le territoire de la métropole pour faire la transformation, puis elle va vendre les produits comme ça transformés et comme ça, elle va s'enrichir. Donc, le mercantilisme, c'est un obstacle pour la diversification économique de la Nouvelle-France parce que c'est pas la colonie qui est supposée se développer, se diversifier, c'est plutôt la métropole. La colonie, elle est supposée être là seulement pour fournir des ressources. Un autre des obstacles que rencontre le Jean Talon pour sa diversification économique, c'est la nécessité de défricher les terres. Parce que quand même, la Nouvelle-France, c'est encore beaucoup des forêts à travers le territoire. Donc, avant que les gens puissent commencer vraiment à faire une agriculture plus que de subsistance, il faut vraiment préparer les terres agricoles. Et ça, c'est quand même assez long. Il faut le faire sur une grande échelle aussi. Donc, que chaque personne développe sa terre, en fait, défriche, puis mettre toute sa terre là, en culture. Donc, on va rester longtemps. On va beaucoup rester là, avec de l'agriculture de subsistance. On pourra pas vraiment diversifier la production agricole, puis on pourra pas non plus produire beaucoup de surplus pour vendre de ce qu'on a fait en agriculture. Donc ça, c'est un autre des obstacles. Et il y a aussi peu de soutien financier de la part de la France pour la Nouvelle-France. Donc, sans ce soutien financier-là, c'est assez difficile de développer des nouvelles industries, de développer, par exemple, des ateliers. Donc, on reste assez limité parce qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas les fonds nécessaires pour développer toutes ces initiatives-là. Donc, ça fait en sorte que les initiatives de Jean Talon restent tout de même plus limitées parce qu'elles rencontrent comme ça beaucoup d'obstacles. Donc, au début du gouvernement royal, là, dans l'époque des mandats de Jean Talon, le commerce des fourrures va vraiment rester l'élément central de l'économie. Malgré toutes les autres initiatives, c'est vraiment le commerce des fourrures qui reste central économiquement. Mais justement, qu'est-ce qui se passe avec le commerce des fourrures à ce moment-là? Donc, avec le gouvernement royal, qu'est-ce qui se passe pour le commerce des fourrures? Bien, on se rappelle que dans la période des compagnies, c'est un monopole qui est détenu par une compagnie qui lui permet à elle seule de gérer tout ce qui est commerce des fourrures. Mais avec le gouvernement royal, il n'y en a plus de monopole. Donc, ce que ça veut dire, c'est que un peu n'importe qui peut se lancer dans le commerce des fourrures. Moindrement, tu as un peu de moyens, là. Tu peux aller faire du commerce des fourrures. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup plus de production de fourrures. Donc, il y a beaucoup plus de fourrures qui sont mises en vente. Et là, le problème, c'est que à un certain moment, il va y avoir carrément de la surproduction. Donc, trop de fourrures pour ce que les gens sont prêts à acheter. Fait que l'impact de ça, quand il y a de la surproduction, l'impact, c'est que les prix baissent parce que plus personne veut en acheter. Donc, le prix pour les fourrures va baisser. Et pour éviter ça, en 1681, peut-être me mettre ailleurs. Donc, en 1681, il y a le secrétaire d'État à la Marine en France. On se rappelle que lui, son rôle, c'est entre autres, de gérer les colonies. Il va mettre en place un système qu'on appelle le système des congés de traite. Un congé de traite, si on le résume, là, un congé de traite, c'est la permission d'aller faire le commerce des fourrures.
Il y a un certain nombre de congés de traite qui vont être émis à chaque année. Puis, la personne qui détient un de ces congés-là va pouvoir aller faire du commerce des fourrures, aller chercher des fourrures pour aller les vendre. Et que ça va faire en sorte de gérer un peu la surproduction pour faire en sorte là, que la production est plus stable et que les prix aussi vont être plus stables. Là, continuons d'avancer dans le temps. Depuis Jean Talon, les intendants ont continué de prendre des initiatives, d'essayer de diversifier l'économie de la Nouvelle-France. Et là, on va se situer là à peu près entre les années là, 1700 puis 1760. Donc, comme je disais, on continue d'essayer là, depuis le début du gouvernement royal. On veut diversifier l'économie. Il y a des choses là, qui ont continué d'évoluer, qui ont continué de changer. Entre autres, du côté de l'agriculture, là, les terres, il y en a beaucoup plus de terres qui sont défrichées, qui sont prêtes pour l'agriculture. Ça fait en sorte que la production agricole, il y en a de plus en plus, puis de plus en plus diversifiée aussi. Donc là, on n'est plus vraiment dans l'agriculture de subsistance. On peut avoir différentes productions, ce qu'on a besoin pour vivre, et plus. Donc, ça fait en sorte qu'on peut produire des surplus qu'on va pouvoir vendre. Et avec la vente, bien, ça fait de l'argent, ça fait quand même des fonds qui vont venir en Nouvelle-France. Donc ça aide au développement puis à la diversification économique. Et il y a plusieurs intendants qui vont avoir des initiatives plus précises. Donc, entre autres, il y a Michel Bégon qui, lui, va inciter beaucoup les gens à planter du chanvre, à faire la culture du chanvre. Donc là, ça va servir, entre autres, comme on disait, faire des cordages, mais il va aussi inciter les gens à faire de la coupe de bois, donc à produire du bois. Et il y a un autre intendant, le Gilles Hoccard, lui, il va fonder des chantiers navals pour construire plus de bateaux. Donc, c'est des bateaux, c'est des navires, des vaisseaux de guerre. On va construire ça en Nouvelle-France avec des ressources qu'on est allé chercher dans la Nouvelle-France. Ces ressources-là, elles vont venir de l'agriculture, elles vont venir de la coupe de bois, mais elles vont aussi venir des forges du Saint-Maurice. Donc, on voit ici une pièce qui a été fabriquée dans ces forges-là. Si mon souvenir est bon, c'est aux alentours de 1738 qu'elles sont fondées. Et elles vont permettre de fournir la Nouvelle-France avec plusieurs objets qui auparavant devaient être importés de la France. Mais là, ça tombe bien, on peut les faire dans la colonie. Ces pièces-là vont être, entre autres, utilisées pour construire les bateaux dans les chantiers, mais ça va aussi servir à la population parce qu'on va faire, entre autres, des pièces pour des poêles à bois. On va faire des marmites. Donc, de plus en plus, là, on voit une diversification de l'économie dans la Nouvelle-France grâce, entre autres, à ces initiatives-là. Et un peu comme Jean Talon avait connu lorsque lui avait voulu faire la diversification, il reste quand même des obstacles. Les obstacles sont un peu différents. Dans la période là, des années 1700, les obstacles sont un petit peu différents parce qu'entre autres, c'est le manque de main-d'œuvre spécialisée. Parce que pour construire des bateaux, par exemple, ça prend des gens qui savent exactement comment travailler le bois, comment construire tout ça. Il y a beaucoup d'étapes. Ça demande des gens qui savent exactement quoi faire. Et ça, il y en a pas beaucoup en Nouvelle-France. C'est difficile d'avoir assez de gens pour faire tout ce qu'on voudrait faire dans les chantiers, par exemple dans les chantiers navals. Un autre des obstacles qui est rencontré, c'est que le climat fait en sorte que la principale autoroute, si je peux dire, le fleuve Saint-Laurent, il est gelé pendant quelque chose comme 5 mois par année. Donc, si ta principale voie de communication est impraticable, donc si tu peux pas naviguer sur le fleuve pendant 5 mois, ça bloque quand même beaucoup le côté commercial parce que pendant 5 mois, tout est un peu sur pause. Donc ça, c'est 2 des obstacles qui vont être rencontrés par les intendants qui essaient de diversifier l'économie là dans la période des années 1700. On ne pourrait pas parler d'économie sans parler du commerce triangulaire. Donc on n'ira pas dans les détails, là, on va aller dans le général. Une chose qui est importante à dire, c'est que le commerce triangulaire dont on parle pour la Nouvelle-France est un peu différent
du commerce triangulaire que peut-être tu as déjà vu auparavant. Parce que ce commerce-là se fait entre la France, qui est la métropole, et deux de ses colonies, qui sont la Nouvelle-France et les Antilles. Donc, si tu vois, entre les trois, ça forme un triangle, d'où commerce triangulaire. Et par ce réseau commercial-là, il y a beaucoup d'échanges qui vont se faire. Là, on est au 18e siècle, donc il va y avoir beaucoup d'échanges commerciaux entre la France et ses colonies. J'aimerais glisser un mot maintenant de l'expansion territoriale de la Nouvelle-France pendant la période du gouvernement royal. Parce que au début, donc vers les années 1660, la Nouvelle-France, c'est surtout l'Acadie, c'est aussi toute la vallée du Saint-Laurent, donc toute la partie autour du fleuve. Et on connaît aussi, quand même bien, on connaît aussi la région des Grands Lacs. On continue quand même les explorations parce que on veut agrandir le réseau pour le commerce des fourrures, pour la traite des fourrures. On veut aussi continuer d'explorer le territoire, entre autres pour en prendre possession avant que les Anglais, avant que les habitants des colonies anglaises aient exploré eux aussi. Et une autre des raisons pour pousser plus loin les explorations, c'est aussi pour continuer le travail d'évangélisation qui est en cours là, depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Donc, on passe vers 1660, donc vers les débuts du gouvernement royal, on passe d'une colonie qui s'étend beaucoup, comme ça, du golfe Saint-Laurent, fleuve Saint-Laurent, jusqu'au Grand Lac. Et déjà 20 ans plus tard, on voit comment le territoire s'est agrandi. Parce que là, aux régions qu'on connaissait déjà, là, on va faire une pointe vers la baie James, au nord. On a été aussi tout autour des Grands Lacs et on a descendu vers le sud. On est allé comme ça jusqu'à la Louisiane. Fait qu'avec toutes les explorations qui ont été faites, on ajoute deux nouvelles régions à la Nouvelle-France. Donc, il y a le pays des Illinois et il y a aussi la Louisiane qui viennent s'ajouter à l'Acadie, Canada, comme ça, tout le territoire. Avec ça, on conclut une série de 4 vidéos qui touchaient aux aspects économiques, politiques, sociaux pour la Nouvelle-France du temps des compagnies, puis aussi du temps du gouvernement royal. Les 2 vidéos qui suivent vont, elles, se concentrer sur les conflits et les guerres qui ont eu lieu pendant la période de la Nouvelle-France, surtout la période du gouvernement royal. Donc, je t'invite à les écouter pour compléter ta révision du module.